Naïma était le genre de fille qu'on remarque sans même qu'elle parle. Dès qu'elle posait un pied dans l'enceinte du lycée Charles Dupuis, les discussions ralentissaient, les regards se tournaient, les murmures se multipliaient. Elle semblait faite d'une autre matière, presque trop parfaite pour être vraie. Belle, mystérieuse, excellente dans chaque discipline, toujours impeccable sans jamais forcer. Mais cette perfection suscitait plus de gêne que d'admiration. Les autres élèves, surtout les filles, la voyaient comme une énigme inaccessible. Certaines tentaient de s'approcher, de lui parler pendant la pause, de s'asseoir à côté d'elle en classe, mais très vite, elle se sentait écrasée par la prestance naturelle de Naïma. Elle ne faisait pourtant rien pour les repousser. Elle était toujours polie, douce, même gentille parfois, mais il y avait un mur invisible. Une barrière faite de silence et de secret. Personne ne savait ce qu'elle aimait vraiment, où elle habitait exactement, ou même si elle avait des amis en dehors du lycée. Naïma marchait toujours seule dans les couloirs, mais elle n'avait jamais l'air malheureuse. Son port de tête était droit, son regard calme, presque lointain. Ses gestes étaient fluides, harmonieux, comme si elle glissait plutôt que de marcher. Certains disaient qu'elle dansait, même en se déplaçant. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette légèreté venait d'un autre monde. Bien avant que Naïma ne fasse tourner les têtes à Charles Dupuis, il y avait une histoire, vieille de plusieurs générations, transmise par des voix chuchotées à la nuit tombée. David et Rokia, ses parents, avaient connu des années d'attente, de consultations médicales, de traitements, de désillusions. Aucun médecin ne trouvait d'explication claire à leur stérilité. Le couple, pourtant soudé, commençait à perdre espoir. Un jour, poussés par le désespoir et le poids des traditions, ils décidèrent de retourner sur la terre natale de Rokia, au village de Kombora, un lieu reculé où subsistait encore la croyance en Mère Kalina, l'esprit ancestral de la rivière Wayina. Là-bas, les anciens disaient que la déesse offrait parfois un enfant au cœur pur, mais que ce don avait un prix. David, bien que sceptique, suivit sa femme. Un soir de pleine lune, ils se rendirent au bord de la rivière sacrée, apportant des offrandes, des fruits, du miel, des étoffes blanches. À genoux, ils prièrent, pleurèrent, appelèrent la déesse avec leurs propres mots, trempés dans la douleur. Et la rivière leur répondit. Le courant devint plus fort, les feuillages frémirent, une lumière verte s'éleva brièvement depuis les profondeurs. Une voix féminine résonna dans leurs esprits, « Votre foi a touché mon cœur. Je vous offrirai un enfant. Mais souvenez-vous, elle ne vous appartiendra jamais complètement. Elle vient de moi, et de vous. L'eau est sa vérité. Sur terre, vous devrez la protéger. » Quelques mois plus tard, Rokia tomba enceinte. La grossesse fut douce, paisible, presque irréelle. Et le jour où Naïma naquit, tout dans la pièce sembla se figer, le silence, la lumière, le souffle de l'air. Elle avait les yeux brillants d'un éclat liquide. Son cri était doux, presque chanté. Et David pleura. Naïma grandit comme un enfant normal, en apparence. Elle apprit à marcher tôt, à parler vite, à lire presque sans effort. Rokia et David la regardaient avec une fascination mêlée de crainte. Mais ce n'est qu'à l'âge de 4 ans qu'ils comprirent que l'avertissement de Mère Kalina n'était pas une simple image. Un matin d'été, Naïma jouait dans le jardin après une légère pluie. Elle sauta dans une flaque d'eau en riant. Quand Rokia l'appela pour rentrer, elle vit que sa fille ne bougeait plus. Les jambes de Naïma brillaient. Littéralement. Sa peau luisait d'un reflet argenté, et des écailles se formaient sous ses genoux. Rokia hurla. David accourut. Ils la portèrent rapidement à l'intérieur, l'essuyèrent, la séchèrent, et tout redevint normal. Naïma, elle, semblait ne pas comprendre ce qu'il se passait. Ce fut le premier incident. Mais pas le dernier. Dès lors, ils évitèrent toute exposition à l'eau. Plus de bains trop longs. Plus de sorties en période de pluie. Les anniversaires, les sorties scolaires près du lac, les cours de natation, tout fut interdit. Rokia fabriquait des excuses à répétition. David construisit même une douche spéciale avec des jets contrôlés pour éviter les éclaboussures. Leur vie entière devint un exercice de précaution. Mais Naïma grandissait. Et elle posait de plus en plus de questions. À 8 ans, Naïma ne comprenait pas pourquoi elle était la seule à ne jamais aller à la piscine avec ses camarades. Pourquoi sa mère refusait qu'elle joue dehors quand il pleuvait? Pourquoi elle devait toujours porter des pantalons longs même quand il faisait chaud? Pourquoi on ne la laissait jamais aller à la mer quand il partait en vacances? Elle demanda, insista, s'énerva parfois. Mais à chaque fois, Rokia lui répondait avec le même sourire tendre.
Tu es différente, ma chérie. L'eau ce n'est pas pour toi. Tu es fragile. Naïma n'y croyait pas. Elle se savait en bonne santé. Elle voyait bien que quelque chose ne collait pas. Mais elle n'osait pas contredire sa mère. Alors elle obéissait. Elle devenait prudente. Elle faisait attention à tout, développant très tôt une vigilance presque maladive. Mais au fond d'elle, elle sentait le manque. Un manque qu'elle ne savait pas nommer. C'est à ses 13 ans que Naïma ne put plus supporter ce flot. Ce soir-là, elle rentra dans le salon avec les yeux brillants de colère. Pourquoi je ne peux jamais jouer sous la pluie? Pourquoi je ne peux jamais aller à la piscine? Pourquoi mes jambes brillent quand je prends un bain? Rokia et David se figèrent. Naïma les fixa, le souffle court. Elle ajouta, plus calmement. Je ne suis plus une enfant. Je veux comprendre. Je veux savoir ce que je suis. David ferma les yeux un instant, puis hocha lentement la tête. Rokia prit la main de sa fille, la serra contre elle. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas te le dire, ma chérie. C'est que le monde, lui, ne comprendrait pas. Naïma fronça les sourcils. Comprendre quoi? Rokia prit une longue inspiration. Te souviens-tu de la légende de Mère Kalina? Naïma hocha la tête, celle de la rivière? Que vous m'avez raconté quand j'étais petite. David intervint, la voix douce, ce n'était pas une histoire, Naïma. C'était notre réalité. Tu es née grâce à elle. Mais tu es différente. Tu es une sirène. Un silence lourd tomba. Naïma cligna des yeux, une sirène? Comme dans les contes? Avec une queue de poisson? Rokia hocha lentement la tête. Oui. Comme dans les contes. Mais dans ton cas, c'est vrai. Naïma ne dit plus rien. Son monde venait de basculer. Et une part d'elle se sentit soudain complète. La révélation n'avait pas calmé Naïma. Au contraire, elle déclencha une tempête intérieure. Pendant plusieurs jours, elle vécut dans un étrange entre-deux. Une part d'elle était soulagée d'avoir enfin mis des mots sur ce qu'elle avait toujours senti, qu'elle n'était pas comme les autres. Mais une autre part était bouleversée, en colère, perdue. Elle se regardait dans le miroir avec des questions qu'aucun adulte ne semblait capable de répondre. Qu'est-ce que ça fait de devenir sirène? Est-ce que je suis humaine? Est-ce que j'ai une âme comme les autres? Est-ce que je vais changer complètement un jour? Est-ce que je peux mourir dans l'eau ou sur la terre? David et Rokia firent de leur mieux pour l'apaiser. Surtout Rokia, qui, dans une attitude maternelle très douce mais ferme, lui imposa les règles de survie. Ne jamais se mouiller en public. Ne pas se doucher à l'école. Toujours garder un change dans son sac, au cas où. Éviter les sorties en cas de pluie. Rester à l'écart des piscines, des lacs, des fontaines. Naïma avait l'impression de devenir un soldat. Chaque jour, elle préparait ses affaires avec la précision d'un agent secret. Elle surveillait les prévisions météo avant d'aller en cours. Elle refusait les invitations des camarades sans jamais dire pourquoi. Elle apprenait à vivre dans l'ombre de sa propre nature. Mais plus elle grandissait, plus l'eau l'appelait. Un appel profond, instinctif. Comme un besoin vital. Naïma avait maintenant 14 ans. Son corps changeait, comme celui de toutes les filles de son âge. Mais pour elle, ces transformations n'étaient pas seulement hormonales. Elles étaient magiques. Un soir d'août, alors que ses parents dormaient, elle alluma la lumière de la salle de bain. Elle verrouilla la porte. Son cœur battait très vite. Elle avait attendu ce moment. Elle fit couler l'eau chaude dans la baignoire. L'air se chargea de vapeur. Lentement, elle s'y glissa. Au bout de quelques secondes, elle sentit la chaleur gagner ses jambes. Puis, ce fut comme si la peau elle-même respirait. Elle regarda. Et là, elle la vit. Sa queue de sirène. Écailleuse, brillante, souple. Argentée avec des reflets bleus profonds. La texture était à la fois douce et solide, comme une seconde peau parfaite. Elle bougeait naturellement, comme si elle avait toujours été là. Naïma ne paniqua pas. Elle resta là, en silence, les yeux grands ouverts. Elle toucha sa queue, la fit bouger dans l'eau. Elle sourit. Pour la première fois, elle se sentit entière. Mais cette paix intérieure fut brisée quelques secondes plus tard. Un bruit de pas dans le couloir. Vite, elle se sécha, se rhabilla, nettoya la salle de bain. Et quand Rokia frappa doucement à la porte,
Elle répondit d'une voix parfaitement neutre. Je me brosse juste les dents. Mais cette nuit-là, Naïma comprit une chose, elle ne pourrait plus ignorer cette part d'elle-même. Le lycée Charles Dupuis était un établissement de centre-ville, moderne, assez bien équipé. Les élèves étaient majoritairement de classe moyenne à aisée. Naïma, bien que discrète, faisait partie des figures les plus connues mais aussi les plus isolées. Cette année-là, un groupe de filles s'était imposé dans l'aile B du bâtiment principal, Élodie, Maëva, Soraya et Chloé. Elles étaient populaires, connectées, brillantes, bruyantes. Elles se croyaient invincibles. Et elles détestaient Naïma. Elles disaient qu'elle se croyait meilleure que tout le monde. Elles inventaient des surnoms cruels, la muette brillante, l'albinos aquatique, la statue de glace. Naïma entendait tout. Mais elle ne disait rien. Elle marchait tête haute, comme toujours. Elle aurait pu les ignorer. Mais un jour, en salle d'études, Élodie la fixa d'un air moqueur et lança assez fort pour que tout le monde entende. Cette fille, on dirait un robot fabriqué pour avoir 20/20. C'est flippant. Tu crois qu'elle est humaine, vous? Les autres rirent. Naïma sentit sa gorge se nouer. Puis un détail changea les choses. Une nouvelle élève, Lina, fraîchement transférée, prit place un matin à côté de Naïma. Elle n'était pas timide, mais elle n'appartenait à aucun clan. Elle souriait souvent. Et elle semblait sincère. Pendant plusieurs jours, elle engagea la conversation avec Naïma. Rien d'insistant. Des petites phrases, des sourires, des commentaires sur les devoirs ou les profs. Et à chaque fois, Naïma répondit brièvement, mais pas avec hostilité. Quelque chose s'ouvrait. C'était un jeudi. Le ciel s'assombrissait depuis le début de l'après-midi. Les prévisions météo étaient incertaines, mais Naïma n'avait pas osé sécher les cours ce jour-là. Elle se disait qu'elle rentrerait vite à la maison si la pluie arrivait. Elle sortait du bâtiment B quand l'orage éclata soudain. Viol. Sans prévenir. Les élèves couraient, hurlaient, se bousculaient vers les couloirs. Naïma, elle, fut surprise par une rafale de vent et une pluie glacée. Elle resta figée une demi-seconde puis elle sentit l'eau ruisseler sur ses jambes. Et la douleur familière dans les muscles. Ses genoux tremblaient. Sa peau brillait. Panique. Elle serra les cuisses, tenta de cacher ses jambes sous son pull. Elle courut vers l'aile vide du bâtiment, ouvrit la porte de secours. Mais au même moment, Lina apparut au coin du couloir. Leurs regards se croisèrent. Lina vit quelque chose. Elle fronça les sourcils, confuse. Naïma, le souffle court, se jeta dans un escalier vide. Elle resta là, cachée, les jambes trempées, attendant que la transformation s'estompe. Elle sentit les larmes monter. Elle pensait que c'était fini. Que quelqu'un savait. Le lendemain, Naïma évita Lina toute la journée. Elle arriva en retard en classe, changea de place en études, prétexta un mal de tête à la pause déjeuner. Son corps était présent mais son esprit ailleurs. Mais Lina ne lâcha pas l'affaire. Après les cours, elle la suivit discrètement. Elle attendit qu'elle soit seule au coin du parking. « Naïma, je dois te parler. » Naïma ne répondit pas. Lina s'approcha doucement, sans moquerie, sans ironie. Juste une inquiétude sincère dans la voix. « Hier, j'ai vu quelque chose. Je sais pas ce que c'était. Mais j'ai vu. Et je veux pas te faire de mal. Je veux juste comprendre. » Naïma sentit son cœur battre trop vite. Et puis, à sa propre surprise, elle répondit. Elle ouvrit les vannes. Tout sortit. Elle parla de sa naissance, de la rivière, de Mère Kalina, de la queue de sirène, des règles, de la solitude. Elle s'attendait à voir Lina reculer. S'éloigner. Rire peut-être. Mais Lina resta. Elle l'écouta jusqu'au bout. Elle ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis elle déclara, d'une voix calme. « Tu sais, j'ai toujours su que tu étais différente. Mais je pensais que c'était dans ta tête. Là, je vois que c'est dans ton cœur aussi. Et j'ai envie d'être ton amie. Si tu veux de moi. » Naïma, bouleversée, sourit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit comprise. Naïma commençait à respirer. Depuis qu'elle avait confié son secret à Lina, quelque chose avait changé. Elle n'était plus seule. Elle pouvait enfin parler sans filtre, sans peur. Elle avait même commencé à sourire un peu plus,
à participer davantage en classe, à ne plus se cacher derrière ses cheveux. Mais le lycée Charles Dupuis était un monde cruel. Élodie, qui avait depuis longtemps repéré ce changement, flairait quelque chose. Naïma semblait plus vivante, et donc plus menaçante. Un jour, par pur réflexe malsain, elle fouilla le téléphone d'un garçon de sa classe pendant qu'il dormait en permanence. Elle tomba sur une photo, floue mais intrigante, on y distinguait Naïma, de dos, le jour de l'orage. Ses jambes semblaient, floues, lumineuses, presque déformées. Bizarre, dit-elle. Elle fit agrandir la photo, la retoucha un peu, renforça les couleurs. Et ce qu'elle vit la fit frissonner. Une sorte de forme brillante, comme une traînée d'écailles, apparaissait sur la peau de Naïma. Elle n'en avait pas la preuve exacte, mais elle tenait un soupçon suffisant pour créer un scandale. Alors elle prépara un plan. Une humiliation publique. Elle programma la révélation pour la fête du lycée, dans 2 semaines. Elle savait comment manipuler les esprits. Elle savait que, peu importe la vérité, une rumeur bien lancée pouvait détruire une vie. Et Naïma, sans le savoir, s'approchait du piège. Le jour de la fête du lycée Charles Dupuis, l'ambiance était à la fête. La salle polyvalente était décorée de guirlandes, les élèves riaient, dansaient, se prenaient en photo. Naïma y allait à contre-cœur, poussée par Lina, qui voulait qu'elle profite, qu'elle vive un peu. Naïma avait accepté à contre-cœur. Elle portait une robe simple, longue, mais ses yeux brillaient. Pour une fois, elle voulait se sentir normale. Invisible. Loin du secret. Juste, une fille. Pendant 1 heure, tout se passa bien. Elle riait doucement avec Lina dans un coin. Elle accepta même un jus d'ananas offert par un camarade. Pour un instant, elle crut que peut-être, elle pourrait appartenir à ce monde. Puis tout bascula. Alors que la scène était occupée par le discours du proviseur, l'écran géant derrière lui clignota 1 seconde, puis changea. Une photo apparut. Agrandie, projetée en grand. C'était celle du jour de l'orage. On y voyait Naïma, de profil, trempée, jambes brillantes, floutées, avec une teinte presque surnaturelle. Vous nous suivez depuis quel pays? Dis-nous en commentaire. Un silence s'abattit sur la salle. Puis, des rires. Des chuchotements. Des moqueries. C'est quoi ça? Elle brille ou quoi? Photoshopé? Attendez, c'est pas des écailles. Naïma sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Son souffle se coupa. Elle se leva d'un bond et sortit de la salle en courant. Personne ne l'arrêta. Sauf Lina, qui la suivit aussitôt. Élodie, de son côté, savourait. Son regard triomphant contrastait avec le chaos qu'elle avait semé. Naïma courut sans s'arrêter. Elle n'entendait plus rien. Les voix dans sa tête étaient trop fortes, tu es un monstre. Ils savent. Tout est fini. Tu ne peux plus rester ici. Elle rentra chez elle, mais ne parla à personne. Elle prépara un sac. Un vêtement. Une gourde. Et elle partit. En pleine nuit. Elle savait où aller. La rivière Wayina. Là où tout avait commencé. Il fallut des heures pour y parvenir. Elle marcha à travers les routes, les sentiers, les champs, les bois. Ses pieds saignaient. Ses larmes coulaient. Mais elle n'avait plus peur. Elle était au bord du gouffre enfin, à l'aube, elle arriva. La rivière brillait doucement, calme, presque endormie. Naïma enleva ses chaussures. Elle entra dans l'eau. Elle s'immergea lentement. Sa peau commença à scintiller. Sa queue réapparut. Elle se sentit chez elle, pour la première fois. Mère Kalina, murmura-t-elle. Je suis prête. Emmène-moi. Je ne veux plus vivre entre 2 mondes. Alors, les eaux frémirent. Et l'esprit de la rivière apparut. Mère Kalina, dans toute sa majesté, se révéla à Naïma. Une forme féminine faite d'eau, de lumière, de courant. Sa voix n'était pas une voix humaine, mais Naïma la comprenait. Tu veux fuir. Mais fuir n'est pas ta mission. Naïma pleurait dans l'eau. Ils savent, ils m'ont humiliée. Je ne veux plus être humaine. Je ne veux plus souffrir. Mère Kalina s'approcha. Sa main faite de gouttes caressa le front de la jeune fille. Tu n'as jamais été seulement humaine. Tu n'as jamais été seulement sirène. Tu es un pont.
Tu es né pour rassembler, pas pour fuir. Naïma secoua la tête, mais ils me rejettent. L'esprit répondit doucement, ils ne comprennent que ce qu'ils connaissent. Montre-leur. Apprends-leur. Tu n'es pas un secret. Tu es une vérité. Naïma sentit une force nouvelle en elle. Pas magique. Humaine. Du courage. Elle remonta à la surface. Le soleil se levait. Et elle savait ce qu'elle devait faire. Le lundi suivant, Naïma retourna au lycée. Certains élèves se taisaient à son passage. D'autres chuchotaient. La photo avait fait le tour du lycée, puis d'Internet. Des rumeurs circulaient, qu'elle était une sorcière, une mutante, une erreur de la nature. Mais Naïma marchait droit. Elle entra dans la salle des professeurs. Elle demanda à prendre la parole devant toutes les classes réunies. Le directeur hésita, mais accepta. L'après-midi même, dans la salle polyvalente, Naïma monta sur scène. Elle raconta tout. Pas de queue de poisson ni de surnaturel grandiloquent. Juste des mots simples. L'histoire d'une fille différente, née d'un pacte, qui avait dû cacher toute sa vie ce qu'elle était. Une fille qui avait peur, mais qui n'avait plus honte. Elle termina par ces mots, « Je ne suis pas un monstre. Je suis une vérité qui dérange. Et je ne me cacherai plus. » Un long silence. Puis, des applaudissements. Pas de tous. Mais assez. Lina la rejoignit sur scène. Elle lui prit la main. Dans les jours qui suivirent, Élodie fut convoquée pour harcèlement numérique. Certains élèves vinrent parler à Naïma, curieux, bienveillants. D'autres s'éloignèrent. Mais une chose était sûre, Naïma n'était plus seule. Elle vivait enfin au grand jour. Depuis quel pays nous suivez-vous? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager votre avis.